Salut à toutes, salut à tous. Bon, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que votre week-end se passe bien, que le mois de janvier qui est maintenant terminé n'a pas été trop dur. Bon, en tout cas, moi, je fais ce podcast pour la 15e fois. Je vous avoue que j'en ai un petit peu assez, donc j'espère que celle-ci, enfin, cette prise-là, sera la bonne et que je serai enfin satisfait. Bon, c'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude, donc j'apprends en faisant, hein, c'est sans doute la meilleure façon et donc vous aussi, bah, vous voyez à peu près, toutes les difficultés qu'il y a à faire cet exercice et vous verrez, si vous me suivez, l'ensemble des progrès que je ferai, au fur et à mesure. Bon, déjà, je tiens à vous remercier pour tous les messages gentils que vous m'avez envoyés sur Instagram, soit sur ma page personnelle, soit sur la page d'Aura du Ciel ou encore sur YouTube, hein. Merci beaucoup, hein. Bon, si vous vouliez bien vous abonner et cetera, ça fait toujours plaisir et en tout cas, c'est très gentil. Par ailleurs, dites-moi, hein, si le podcast est bien enregistré, si c'est assez fort. C'est toujours difficile à estimer. J'espère que c'est pas en tout cas trop prenant, mais il faut aussi que je pense à toutes les personnes qui écoutent ce podcast avec des bruits parasites, par exemple s'ils l'écoutent en prenant la voiture. Bon, sur ce, ben, on va pas faire plus de small talk, hein, je vais directement vous parler de quoi on va enfin vous dire de quoi on va parler aujourd'hui et ben, c'est du roman de Mary Shelley, c'est-à-dire Frankenstein ou le Prométhée moderne, paru en 1818. Bon, pourquoi parler de ce podcast? Pourquoi parler de ce pardon, pourquoi parler de ce roman plus particulièrement? Bon, évidemment, vous comprenez bien que je surfe un peu sur la vague, hein, puisqu'il y a eu une adaptation à ce roman sorti en je crois que c'est en novembre 2025 sur Netflix par Guillermo del Toro. Adaptation assez intéressante, hein, vous pouvez l'écouter ainsi enfin, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, même si moi j'étais un petit peu déçu. Je trouve que c'est pas le film le plus intéressant ou le plus pertinent qui est réalisé Guillermo del Toro, dans toute sa filmographie. Cela dit, bon, ça a eu un certain succès, je crois qu'il a pas mal de nominations aux Oscars. Donc pour toutes ceux et celles qui seraient curieux, qui voudraient pas lire le roman dès le départ, eh ben, vous avez quelque chose sur Netflix de tout à fait accessible. Guillermo del Toro, ça vaut toujours le coup, hein, parce que ses films sont très, très beaux en termes de direction artistique et en plus, c'est quelqu'un d'assez accessible quand même. Enfin, ses œuvres sont assez accessibles, donc faut pas hésiter. Je pense aussi à tous les élèves de la spécialité HLP. Hein, depuis cette année, il se trouve que j'enseigne là en terminale humanité, littérature et philosophie. Vous savez la spécialité coefficient 16 au bac et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que vraiment l'ensemble des thèmes du programme peuvent être abordés ou balayés avec ce roman ou le film ou l'adaptation, hein. Donc je pense notamment à ces élèves-là, hein. Bon, regardez-le, lisez-le et cetera. Vraiment, ça peut être extrêmement intéressant et c'est stratégique. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh beh, je vais faire une introduction. Il y aura plusieurs podcasts, hein, sur Frankenstein. Ça va nous occuper au moins une grande partie du mois de février. Mais ici, il va s'agir simplement d'introduire et d'essayer de cerner un peu ce qu'est ce roman. Alors, je n'ai pas forcément envie d'avoir une position trop professorale ou trop verticale, trop autoritaire là-dessus, contrairement à ce que mon ton peut-être donne à penser. Je suis un peu désolé à cet égard. Je m'intéresse pas trop, si vous voulez, à tous les arbres morts et verticaux. Moi, j'ai plutôt envie d'être au sol, si vous voulez, de regarder un peu ce qu'il y a dans les racines. J'ai envie d'avoir cette version-là, enfin, cette vision-là des choses. J'ai envie de faire germer des idées en moi et l'évolution de ce podcast vous montrera un peu tout ce que je peux en faire. Et puis l'idée, c'est aussi que vous puissiez faire quelque chose de toutes ces graines que je vais essayer de planter. C'est vraiment ça mon objectif. Bon alors, Frankenstein, il faut savoir que c'est un monstre qui fête, enfin cette année, pas aujourd'hui, mais en juin de cette année, il va fêter ses 210 ans. Alors ça vous étonne peut-être un peu parce que je vous avais dit que le roman est paru en 1818, alors ça c'est vrai, mais la genèse de la, comment dire, de la création de la créature, si je puis dire, enfin date de 1816. Alors 1816, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un groupe de gens assez jeunes, d'écrivains, de personnes issus, on va dire, comment dire, d'une classe sociale assez aisée, hein. Ce sont des rentiers extrêmement intéressés par les questions littéraires et philosophiques, hein. Ce sont des intellectuels, également des poètes, des romanciers, etc., des romantiques, qui se sont réunis pendant l'été 1816 dans une villa, la villa Diodati en Suisse. Je reviendrai dessus peut-être plus tard, mais qui se réunissent et se font une sorte de défi, un challenge, si je puis dire, c'est-à-dire écrire une histoire de fantôme, inspirée des histoires de fantômes qu'ils aimaient tant. Alors, ça peut peut-être un peu vous étonner, parce que bon, de jeunes gens qui, comment dire? Discutent philosophie patati patati, patati patata un été, ils auraient pas mieux à faire. Pourquoi ne sont-ils pas tout simplement sortis pour aller se balader? Il y a quand même assez de choses à faire en Suisse. Bah, c'est pour une raison qui est historique, c'est qu'il n'y a pas eu d'été en 1816, voyez-vous. 1816 enfin en 1815, un volcan en Indonésie explose, il me semble que c'était le Tambora. Attendez, je vérifie 2 secondes, ouais, c'est ça. Le volcan Tambora,
a une éruption absolument considérable et c'est sans doute une des plus grandes explosions que l'humanité ait connue, hein. Il y a pas trop de doute là-dessus et une quantité absolument dingue, si vous voulez, de fumée, de cendres et cetera, est évacuée dans l'atmosphère, faisant de 1816 une année sans été. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant cet été-là, il ne fait que pleuvoir et on n'a quasiment pas vu le soleil. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben, à part, lire et à part discuter. Pour ceux qui seraient un petit peu curieux, je ne sais pas si vous avez en tête, différents tableaux de William Blake. Je ne vais pas prétendre être expert, mais vous savez, il y a souvent, on va dire, des cieux assez chargés, avec une lumière très étrange, vous savez, un peu jaunâtre. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Pourquoi cette lumière? Est-ce que c'est un truc complètement fantaisiste? Est-ce que c'est uniquement dû à l'imagination de l'artiste?» Alors oui, évidemment qu'il y a toujours une part imaginative, mais en fait, ça correspond assez au type de cieux qu'il y avait durant ces années-là, enfin, notamment durant 1816. Comme il y avait une quantité de nuages absolument considérable, il y avait toujours des lueurs assez étranges qui ont beaucoup inspiré les gens et notamment l'autrice Mary Shelley qui, avait sans doute cette espèce d'atmosphère assez macabre, cette atmosphère de fin du monde qui, la nourrit pour créer donc, le fameux roman dont nous allons parler maintenant. Je vais pas entrer plus dans les détails de la genèse, hein, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire dans ce podcast un peu plus tard ou alors, dans un autre dans les semaines qui viennent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, en commentaire, hein, je suis là pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, patati patata, je vais pas vous emmerder trop avec ça, mais ça fait toujours plaisir et c'est très bon pour le référencement. Bon, aujourd'hui, j'ai dit que c'était donc une introduction et alors comment faire? Je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal en réfléchissant parce qu'en fait, Frankenstein, c'est quand même un truc assez gigantesque. Parce que bien sûr, je vais surtout me concentrer sur le roman, mais quand on dit Frankenstein, on ne pense pas forcément au roman en particulier, on ne pense même pas forcément à une adaptation particulière, hein. Il y en a eu énormément dans l'histoire du cinéma, quand on compte l'ensemble des films, l'ensemble des adaptations plus ou moins fidèles ou même apparemment, il y a beaucoup de films pornographiques, Frankenstein. Ça, je l'ai appris en écoutant un podcast France Culture. J'ai pas trop cherché là-dessus parce que je vous avoue, ça me fait un peu peur le résultat que ça peut faire, mais bon, peu importe, hein, vous aurez l'occasion peut-être de vous renseigner, sur ces adaptations, si ça vous intéresse. En tout cas, Frankenstein, c'est un truc gigantesque puisque c'est avant tout un mythe. Mary Shelley a quand même réussi son coup quelque part, plus encore qu'elle ne l'aurait imaginé puisque le Prométhée moderne, est devenu une référence culturelle absolument, je dirais pas universelle parce que je ne sais pas si partout tout le monde connaît Frankenstein, il y en a la même version, mais en tout cas, ça a habité, la culture moderne jusqu'à aujourd'hui de manière absolument écrasante et on se fait des idées assez fausses à ce sujet. Je pense notamment à, je ne sais pas si vous avez vu ce film? Alors moi je l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits, c'est Van Helsing. C'est au début des années 2000. Alors j'ai plus le nom du réalisateur en tête, c'est celui qui a fait la Momie. Que ça j'ai vu, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Attendez, je cherche juste sur internet. Van Helsing, ouais, 2004 effectivement. Attendez, le réalisateur, juste si ça vous intéresse, voilà, Stephen Sommers. C'est pas un très grand film, mais je suis assez frappé puisque, par la comment dire? Il y a une espèce de Frankenstein dedans et c'est un Frankenstein, on va dire, un peu, cyberpunk, vous voyez? C'est-à-dire qu'il a à la fois des tissus humains, peut-être des tissus animaux, on ne sait pas, peu importe, mais c'est un être qui est mi-homme, quelque part, mi-machine et je pense que la plupart d'entre vous, enfin, en tout cas, moi, c'était la version que j'avais avant de découvrir l'œuvre de Guillermo del Toro et notamment le roman, que j'avais lu un petit peu avant de voir l'adaptation. J'avais cette vision-là, c'est-à-dire un monstre qui serait mi-machine, mi-homme, dans un univers comment dire? Je crois qu'on dit cyberpunk, mais je vais pas faire semblant d'être un expert là-dessus. Corrigez-moi si je me trompe, ça fait toujours plaisir d'être corrigé et d'apprendre des choses. Mais voilà, truc de science-fiction, mélange entre la machine et l'homme, la technique, la science, tout ça. J'avais un peu ce truc-là. Et en fait, bah, c'est pas vraiment le cas. Et donc, ça va m'amener à la question que je vais me poser en ce moment, enfin, que je vais me poser maintenant. Est-ce que Frankenstein est une œuvre de science-fiction? Ou plus exactement, pourquoi le roman de Mary Shelley n'est pas exactement une œuvre de science-fiction? Bon. Question un petit peu difficile parce que tout dépend évidemment de la définition qu'on se donne de la science-fiction et c'est un genre absolument gigantesque aujourd'hui qui compte énormément de potentialités, beaucoup plus que même moi j'imaginais avant de construire ce podcast. Et puis aussi, autre difficulté, ben, comment dire? Il faut quand même pas oublier que Frankenstein, donc ça paraît en 1818, c'est-à-dire qu'on ne se faisait pas encore une idée aussi précise aujourd'hui de ce que pouvait être la science-fiction. Donc c'est toujours des questions un petit peu difficiles. Je prétends pas que je vais régler le problème,
j'ai absolument pas l'autorité pour le faire de toute façon. C'est plutôt parce que c'est une question intéressante pour cerner plus précisément ce que fait ce roman par rapport à l'ensemble des autres adaptations qui sont plus ou moins fidèles et qui sont autant d'itérations, de formes, de versions si vous voulez, d'un mythe qui maintenant a largement dépassé Mary Shelley. Et moi, je vais surtout me concentrer sur ce qu'a fait Mary Shelley parce que ça permet d'avoir une œuvre précise à étudier et l'œuvre, je trouve quand même que le roman est extrêmement intéressant par plein d'aspects. Mais il faut essayer de cerner précisément ce qui, a lieu dans, le roman de 1818, Frankenstein donc, ou le Prométhée moderne. Bon alors, une première chose, il faut quand même reconnaître que la préface et l'introduction, de ce roman ne nous aident pas trop. Parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a une sorte de, comment dire? D'hésitation de la part des personnes qui ont rédigé les préfaces et introductions face au statut de l'œuvre et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont vraiment créé quelque chose de nouveau et on ne sait pas trop jusqu'à quel point est-ce qu'ils l'ont, poussé à bout. J'explique un petit peu. Bon, déjà, il y a une première chose, c'est une préface qui date de l'édition de 1818 et la grosse difficulté, c'est que cette préface a été, signée par Percy Shelley et Percy Shelley, c'est le mari de Mary Shelley qui meurt prématurément, peu de temps d'ailleurs après la sortie du roman. Il me semble en 1823, je vais vérifier en vitesse parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Je crois que c'est peu de temps après la deuxième édition. Parce que la première édition du Frankenstein est alors 1822, je me suis planté, tiens. Donc c'est juste avant la deuxième édition. La première édition de Frankenstein n'est pas signée parce que Mary Shelley est une femme. Et donc ça c'était très très mal vu pour une femme d'écrire des romans à cette époque-là, notamment des romans gothiques, parce que c'est plutôt à ce genre-là qu'appartient le roman de Mary Shelley. Et bon, c'était considéré de manière assez, méprisante comme des sortes de romans de gare, si vous voulez. Et en plus, des romans qui étaient plutôt réservés à des femmes, donc vous imaginez bien que tout se mélange à cet égard. Et donc Mary Shelley, au début, ne le signe pas. C'est uniquement dans l'édition, de 1823 que là, son nom va apparaître et ensuite il y aura une troisième édition, en 1831, qui est l'édition qu'on a, qui est plus complète, qui a été, en grande partie remaniée sur certains points. Bon, l'idée générale reste présente, mais il y a eu un retravail. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Mais ce qui est vraiment intéressant dans l'édition de 1831, c'est qu'il y a une introduction assez complète, qui ressemble sur certains points à la préface qu'avait fait Percy Shelley, mais qui ajoute une version beaucoup plus personnelle, puisque Mary Shelley revient sur, on va dire, la jeunesse de l'œuvre et sur ce qui l'a motivé à écrire un roman aussi sombre, aussi horrible. J'aurai l'occasion de revenir dessus, mais c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, c'est une idée bizarre quand même. Comment cette idée a pu venir, pourrait-on se demander, surtout sur une femme aussi jeune, quoi, hein? Mary Shelley n'a a à peine je crois qu'elle a 19 ans quand le roman paraît et elle a à peine 18 ans à cette époque-là, hein. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, surtout qu'elle est la seule, hein, à avoir, après ce défi que se sont fait ces différents auteurs, donc Lord Byron, Percy Shelley aussi bien sûr, Mary Shelley donc et le médecin de Lord Byron qui était, Polidori. Alors Polidori, vous ne le connaissez sans doute pas, mais c'est lui qui a écrit l'un des premiers romans vampiriques, hein. Je crois que c'est d'ailleurs le premier roman vampirique, The Vampire avec un Y, que je n'ai pas lu. Je le lirai peut-être si ça vous intéresse pour vous en parler, mais c'est l'une des premières apparitions littéraires, vraiment construites de ce mythe du vampire qui, bon, finalement sera surtout connu, enfin sera surtout utilisé, par, Bram Stoker en 1897 avec Dracula. Dracula dont on parlera en mars, vous allez voir, ça va être très intéressant. Il faut que je construise tout ça d'ailleurs, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Donc dans cette préface de 1831, Mary Shelley exprime l'origine de cette œuvre, qui est finalement les romans gothiques, les romans les histoires de fantômes, de revenants que tous ces gens-là, donc toute cette clique lisaient et aimait tant. Mais il y a autre chose, c'est qu'elle est assez fière d'une idée qui avait déjà donc été, mise en valeur par Percy Shelley dans la préface à 1800 la préface de 1818, c'est que j'ai créé une histoire de fantôme, j'ai créé une histoire de revenant, mais qui a une caractéristique particulière. C'est que quelque part, elle est crédible. Alors, j'ai le truc sous les yeux et je vais vous relever le passage dans la préface de 1818 qui dit ça. Elle commence directement par se revendiquer comment dire, sous l'autorité du docteur Darwin. Alors, je crois que c'est Erasmus Darwin, le grand-père, je crois, hein, de Charles Darwin et de certains physiologistes allemands, dit donc Percy Shelley. L'événement sur lequel ce récit de fiction est fondé ne relève pas de l'impossible. Ça veut dire que non seulement ça va être une histoire qui fait peur, patati patata, mais en plus, on est en train de faire quelque chose qui
et crédible scientifiquement. C'est une potentialité qui pourrait arriver. Les fantômes, bon, ça arrive rarement, franchement, vous retournez-vous, vous voyez qu'il y a pas forcément de fantômes. Alors, il est vrai que quand on est dans un château avec un passé maudit, par exemple, comme dans le château d'Otrante, pardon, on a toujours cette peur, hein, que, je sais pas moi, les fantômes du passé reviennent et finalement viennent nous hanter. Mais bon, soyons un petit peu sérieux, voilà des choses qui ne feront peur, on va dire, qu'aux esprits un petit peu crédules. Mais si la science valider la comment dire? La fiction que nous sommes en train d'imaginer. Est-ce que ce serait pas un petit peu terrifiant? Est-ce que ça ferait pas beaucoup plus peur quelque part? Ben, ça, Percy Shelley l'avait bien compris, hein. «Que l'on n'aille pas», écrit-il, «supposer que j'ajoute sérieusement la moindre foi à une telle chimère. Pourtant, en choisissant d'en faire la base d'une œuvre d'imagination, je n'ai pas voulu me contenter de tramer un tissu de faits surnaturels et terrifiants. L'événement dont dépend l'intérêt de l'histoire est exempt, dit-il, des inconvénients qu'on comporterait une simple histoire de spectres et d'ensorcellement. Il a été choisi en raison de la nouveauté des situations qu'il expose et, quelque impossible qu'il soit au regard de la réalité physique, il offre à l'imagination un point de vue lui permettant de décrire les passions humaines d'une façon plus complète et plus impressionnante que ce n'est le cas quand on relate l'enchaînement ordinaire d'événements véridiques. Donc il a raison effectivement, hein. C'est vrai que le roman de Mary Shelley, alors il dit «je» parce que c'est une préface, mais elle est signée Percy Shelley qui est pas celui qui a fait le roman. Bon, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il a sans doute en grande partie aidé Mary Shelley à l'écriture de cette œuvre, hein. Je suis pas en train de dire que Mary Shelley n'est pas la réelle autrice de Frankenstein, ce serait totalement faux de dire cela, mais c'est sûr qu'il y a eu un petit peu d'aide puisqu'elle était très jeune. Et ici, il sent bien qu'il a créé, enfin comment dire? On va dire les choses simplement. Le roman est une œuvre assez hybride. Parce qu'elle est à la fois tournée, quelque part vers le passé, puisqu'elle s'inspire d'un certain nombre de romans qui étaient dont les Anglais étaient très friands, mine de rien, à la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, c'est-à-dire les romans gothiques. Mais il y a un truc particulier, c'est qu'il est tourné quelque part vers l'avenir. C'est une littérature des potentialités et pas seulement une littérature des malédictions. Alors, il faudra voir à quel point il faudra peser ce truc-là. Ça va être tout l'objet de ce podcast ici. Mais il y a quand même ce truc que Frankenstein est un outil hybride, enfin est un objet hybride, un objet nouveau et un objet finalement assez fascinant à cet égard. Et c'est ça que je veux essayer d'étudier. Et donc, en 1831, dans l'introduction que Mary Shelley assume, hein, qu'elle écrit elle-même et qu'elle signe dans la nouvelle édition, la troisième de 1831 de l'œuvre, dont elle assume cette fois-ci la maternité, si je puis dire, elle va être plus précise en écrivant, je cite, en parlant toujours d'Erasmus Darwin, hein, il avait, disait-on, conservé un peu de vermicelle dans un récipient en verre, et au bout d'un certain temps, le vermicelle, chose extraordinaire, s'était mis à se déplacer, animé par un mouvement volontaire. Mais ce n'était pas ainsi, après tout, que l'on créerait la vie. Peut-être pourrait-on ranimer un cadavre, le galvanisme avait témoigné de tels phénomènes. Peut-être les parties constitutives d'une créature pourraient-elles être fabriquées, assemblées et être pourvues de la chaleur vitale. Voilà une idée qui était, comment dire, enfin une question qui était posée par l'ensemble des participants comment dire, aux différentes discussions qui avaient lieu à la Villa Diodati et auxquelles, Marie Shelley avait pu, alors sinon participer, c'était alors une femme très, très jeune, hein, mais en tout cas elle avait écouté et elle avait bien compris. Il y avait quelque chose, comment dire? Une sorte de potentialité qui s'ouvrait. Il ne s'agit pas forcément de le croire, elle, comment dire? Elle revendique le fait que cette chose-là n'est pas forcément crédible. Je pense qu'elle ne veut pas forcément apparaître comme quelqu'un de crédule et d'un peu, comment dire? Impressionnable. Mais en tout cas, s'ouvre quelque chose par les connaissances scientifiques de l'époque, qui relèvent du possible et qui permettrait de rendre un petit peu plus concret cette histoire de fantôme. Ce n'est pas simplement le produit d'une imagination fantasque, c'est quelque chose qui pourrait être possible dans un autre monde. Donc c'est le galvanisme, hein, l'idée qu'avec un courant électrique, on pourrait insuffler, sinon la vie, en tout cas un mouvement, à un être qui était jusque-là inanimé. C'est un peu ça finalement Frankenstein. Alors c'est plus compliqué que ça dans le roman, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu dessus, mais en tout cas, c'est un peu avec ces éléments-là qu'on pourrait se dire, oui, ben, Frankenstein serait un roman de science-fiction. D'ailleurs, je ferai remarquer, alors attendez, je vais le chercher directement, mais il me semble que si je cherche Frankenstein, le livre de poche,
Il me semble que c'est également, la traduction de d'Alain Morvan, c'est celle que j'ai d'ailleurs. Attendez, Frankenstein, livre de poche. On va chercher ça en direct, tiens, comme ça au moins c'est fait. Mais il me semble, ce qui va m'intéresser, c'est la collection. Il me semble que la collection, c'est la collection justement science-fiction. Alors je dis livre de poche, je sais que c'est une édition livre de poche, ça je l'avais vu sur France Culture. Enfin, c'est une édition de science-fiction, je sais plus laquelle c'est, si c'est celle sous, folio ou si c'est celle, ou c'est celle du livre de poche. Attendez, bah, on va chercher en direct, hein, regardez, hop. Ça, c'est la recherche qui se fait en cours. Attendez 2 secondes, oui, c'est ça. Voilà, folio SF, c'était bien les bien, c'était folio, c'était pas le livre de poche, folio SF. Donc, il y a un truc, hein, est-ce que c'est de la science-fiction, comme il semblerait que ce soit, ou est-ce que ça ne l'est pas? Moi, j'ai tendance à penser que ça ne l'est pas exactement, et c'est justement ça c'est ça que je trouve particulièrement intéressant pour essayer de cerner ce qu'a voulu faire Mary Shelley dans le truc. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? Parce que finalement, je montre que dans la préface, il y avait une sorte de conscience qu'elle était en train de créer un objet nouveau, pas une histoire de fantôme comme les autres. À partir de là, est-ce que je suis en train de dire finalement qu'elle s'est trompée? C'est pas le cas, c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire. Déjà, il faut bien comprendre une chose. Une introduction ou une préface a quand même une, dimension, comment dire? Je vais pas dire commerciale, c'est pas le mot, même si c'est le mot qui est le mien, mais il s'agit de faire la promotion de l'œuvre et donc d'essayer d'en caractériser l'originalité. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'un auteur parle de son projet qu'il en parle bien. Ça, c'est une vraie difficulté, c'est que globalement, les auteurs parlent assez mal de leurs œuvres et très souvent ce qui se joue au sein de leur travail littéraire et au sein notamment de leur écriture, parce que c'est là que ça se joue, est toujours très différent et leur échappe complètement. Enfin, par exemple, Balzac, hein, si on le lit, si on regarde son projet, Balzac, au fond, c'est un réactionnaire, d'extrême droite, hein, pour l'époque, puisqu'il veut non seulement le retour du roi, mais il veut le retour à une version de la comment dire? De la royauté qui alors a complètement disparu. C'est-à-dire presque une sorte de négation de tout ce que la Révolution française a ouvert. On aura l'occasion de reparler d'ailleurs de la Révolution française. Voilà ce qu'est Balzac et d'ailleurs Balzac était convaincu de faire une œuvre qui ferait concurrence, alors c'était à quoi déjà? Attendez. Je crois qu'il disait concurrence à l'état civil. Enfin, en gros, une œuvre, quelque part, qui aurait une sorte de vocation scientifique. Alors, c'est pas totalement faux. C'est vrai, c'est sûr que c'est intéressant d'entendre Balzac sur ses intentions. Mais après, quand on regarde, quand on lit la comédie humaine, bah, c'est pas vraiment ce qu'on sent. Je veux dire, la comédie humaine, c'est pas même si on apprend des choses et même si c'est vrai que Marx et Engels s'en seront beaucoup inspirés pour comprendre les rapports entre les classes sociales, bah, il n'empêche qu'on ne lit pas la comédie humaine pour connaître le monde du 19e siècle. On le lit pour les passions qu'il y a dedans, pour cette écriture. C'est ces personnages qui semblent éclairés de quelque chose d'étrange. Enfin, il y a quelque chose d'innommable et il semblerait que même Balzac, finalement, ne s'en soit pas totalement rendu compte. Bon, donc il y a quelque chose qui se joue dans le roman de Mary Shelley qui dépasse largement ces différentes mentions, du galvanisme et de toute cette potentialité scientifique, même si ça reste intéressant en soi. Alors qu'est-ce que c'est qui se joue là-dedans? Bon, beaucoup de choses en fait. Bon déjà, Frankenstein, il ne faut pas l'oublier, ça reste une histoire de revenants et je pense que pour pouvoir un peu vous expliquer ça, il faut que je vous explique un peu de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu, si vous avez déjà vu des adaptations ou si vraiment vous découvrez entièrement le truc, mais en gros, Frankenstein, je vais faire simple, je vais couper le début, etc. C'est l'histoire d'un savant très très seul, un savant solitaire qui s'appelle Victor Frankenstein. C'est lui, hein, Frankenstein, c'est pas la créature, hein. La créature n'a pas de nom. Victor Frankenstein qui a toujours été fasciné par l'alchimie, notamment depuis son enfance, et puis plus tard par la science, et qui va faire des études scientifiques à Ingolstadt. Durant ses études, il va notamment s'intéresser à ce qu'on appelle alors la philosophie naturelle et dans un cadre assez particulier, on reviendra dessus, mais il n'y a rien de très scientifique là-dedans. C'est plus une espèce de transe bizarre qui se joue avec les mains. Vraiment un truc très 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 étrange, macabre, extrêmement réussi de la part de Marie Shelley. Il va réussir, en assemblant des morceaux de cadavres, tant humains qu'animaux, à insuffler la vie à un corps nouveau. C'est-à-dire qu'il va rendre vivant un ensemble disparate d'éléments qui étaient entièrement morts. On ne sait pas exactement comment, hein. Il y a une mention par le galvanisme, mais quand on lira les passages, je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui, mais quand on lira les différents passages de la création du monstre,
vous verrez que c'est pas du tout ce qu'on voit dans les romans, enfin dans les adaptations filmiques. Dans les adaptations filmiques, il y a un truc très bon, il y a un côté un petit peu fou là-dedans, mais ça reste assez rationnel. C'est-à-dire qu'il a assemblé les trucs, il a assemblé les cadavres, il les a noués ensemble, Victor Frankenstein, et puis ensuite, selon les versions, enfin, soit il les met dans une boîte, soit il les élève, et c'est la foudre, un coup de foudre qui va insuffler la vie, remettre en marche, si vous voulez, ce corps qui jusque-là était mort, tout simplement. C'est pas ça qui se passe dans le roman. Il n'est pas question de la foudre, pas du moins durant la création du monstre. La foudre est uniquement destructrice, hein, puisqu'à un moment dans son enfance, elle détruit un arbre et ça va beaucoup, comment dire, ça va frapper le jeune Victor Frankenstein, mais il n'est pas dit hein, que le monstre est créé à partir d'un coup de foudre à cet égard, hein, si je puis dire. Donc, c'est assez particulier. Bon, il le crée et voyant la créature ouvrir l'œil, il va être terrifié et il va en raison de sa laideur, mais d'ailleurs cette laideur est assez bizarre, j'aurai l'occasion d'en parler, cette monstruosité est extrêmement fascinante. Mais il va non pas tant la rejeter, mais un peu la nier. Il s'imagine qu'elle va mourir d'elle-même, hein, voilà. Et donc il rejoint son lit et va faire un cauchemar absolument affreux. Si vous voulez savoir de quel cauchemar il s'agit, il faudra sans doute revenir la semaine prochaine, ou pas, je ne sais pas encore exactement. J'improvise, hein, ce podcast, hein, je pourrais faire un plan beaucoup plus construit, mais je pense que c'est beaucoup moins intéressant pour un auditeur. Je pense que vous préférez voir un peu la réflexion en train de se faire. C'est un défi un petit peu plus intéressant. Bon. Il fait un cauchemar absolument affreux et en se réveillant, la créature le regarde. Et là, Victor, très courageusement, va fuir. Il va fuir dans les rues d'Ingolstadt, il va rejoindre son ami, et en rentrant chez lui, il va se rendre compte que la créature n'est plus là, mais cela n'empêchera que la moindre ombre lui fera peur et il va entrer dans une espèce de, comment dire, de crise de folie. Il va s'effondrer littéralement pendant plusieurs mois et il ne reviendra à la vie que grâce à son ami Clerval hein, qui va être à son chevet. Et c'est ensuite, je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros, ensuite, il va recevoir une lettre de sa famille, notamment d'Élisabeth, qui est un peu son alors, c'est bizarre d'ailleurs Élisabeth, parce que dans le livre, elle est à la fois une sorte de sœur adoptive et en même temps de promise. C'est assez étrange. Bon, il faudra en parler peut-être. Dans la version de 1818, elle était une cousine germaine, mais ensuite Marie Shelley est devenue un petit peu plus conservatrice avec le temps. Et donc, dans la version que vous lirez, je crois qu'elle est adoptée en Sicile. C'est une enfant pauvre, et puis en raison de sa beauté, en raison de sa qualité, les parents Frankenstein vont décider de l'adopter. Bon, et elle sera donc une sœur adoptive, et puis une promise pour le jeune Victor. Elle va lui apprendre que son fils, non, son frère, son petit frère a été assassiné. Et c'est la comment dire? Je crois que c'est la servante, hein, on peut dire servante, qui est accusée, puisqu'on a retrouvé un collier. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails. Victor rejoint sa famille en Suisse, et là, sur le lieu du crime, tadam, qui voit-il? Le monstre. Et là, tout de suite, il fait le rapprochement, c'est assez étrange d'ailleurs. Tout de suite, il fait le rapprochement, c'est le monstre qui le suit, et c'est le monstre qui est en train de se venger. Et d'ailleurs, c'est bel et bien ce qui va se passer. Le monstre raconte son histoire, je reviendrai dessus, hein. Ça, par contre, je le ferai plus tard, ça c'est absolument certain. Le monstre va lui raconter son histoire, une histoire extrêmement triste de rejet de la part de l'humanité, de rejet systématique, si bien qu'il arrive à la conclusion suivante: la seule manière de pouvoir vivre sereinement, c'est de me cacher quelque part, de faire une retraite, mais avec un être qui pourrait être comme moi. Et donc il demande à Victor de lui créer une femme, à partir de cadavres humains et animaux, etc., avec laquelle il pourrait éventuellement fonder une famille. Victor va accepter d'abord, et puis ensuite, pour des raisons que j'aurai l'occasion de présenter plus tard, il va se raviser, détruire, déchiqueter d'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé dans la traduction française d'Alain Morvan, et c'est un mot qui est très bien choisi d'ailleurs, c'est très très bizarre. Il va déchiqueter le cadavre sous les yeux de la créature, refusant donc d'honorer la promesse qu'il avait faite au monstre. Et à partir de là, le monstre va être absolument furieux et va décider de se venger. Je serai avec toi lors de ta nuit de noces, lance-t-il. Et effectivement, il va tenir sa promesse puisqu'il étranglera la jeune Élisabeth lorsque Victor se mariera avec elle. Bon, il va tuer aussi l'ami de Victor Clerval. Enfin bref, quasiment tout le monde meurt à la fin, même Victor, désespéré, furieux. Et la créature, revenant sur tout cela, revenant sur, comment dire? Bah, sa vie de meurtre, hein, sa vie finalement de méchant,
alors qu'elle était si pure au départ, si je puis dire, va décider, bah, de se suicider. Elle va décider de se brûler vive, de manière à ne laisser aucune trace d'elle. Donc oui, roman fun, roman extrêmement amusant, hein, comme vous voyez. Non, c'est vraiment un roman très noir à cet égard, mais c'est également assez magnifique. Donc voilà de quoi ça parle. Et vous voyez que, bah, c'est pas, comment dire? C'est une histoire qui ne rentre pas vraiment dans la définition qu'on se fait de la science-fiction, et c'est d'ailleurs ce que je vais essayer d'expliciter maintenant. Bon alors, par où commencer? C'est très, très difficile d'introduire, hein, sur une œuvre comme ça parce que justement, ce n'est pas seulement une œuvre. On n'est pas en train de parler d'un roman en particulier, on n'est pas en train de parler d'un film, on est en train de parler d'un mythe qui est une référence culturelle absolument immense. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en est, hein. Par exemple, est-ce que dans les pays africains, est-ce qu'en Inde, est-ce qu'en Chine, est-ce que dans les pays d'Amérique du Sud, etc., est-ce qu'ils ont leur Frankenstein ou quel poids ça a eu, dans ces pays-là? Je sais pas exactement, j'avoue que j'ai pas le temps de faire ces recherches-là, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Occident, je pense quand même que c'est une référence culturelle absolument immense. Même si vous n'avez pas vu les films, vous avez une idée assez précise qui vient en fait du de l'adaptation des années 30, hein, avec Boris Karloff, de ce monstre qui grogne avec des boulons, je sais plus s'ils sont sur la tempe ou sur le cou. Tout le monde se fait cette idée-là assez précise. Donc ça veut dire que tout le monde peut s'emparer finalement de cette chose-là et comment dire? C'est assez difficile finalement de voir par quel bout est-ce qu'on peut le prendre. Bon, pour simplifier un petit peu les choses, je vais poser une question. Je vais poser une question simple qui est: pourquoi Frankenstein, le roman en particulier, n'est-il pas une œuvre de science-fiction? Pour être plus précis, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun lien entre le roman de Mary Shelley et la science-fiction. Je suis simplement en train de dire que même si le roman ouvre la possibilité d'une littérature de science-fiction, et d'ailleurs il n'est pas le premier à le faire, il n'est pas le seul, hein, on avait déjà ça chez Voltaire dans Micromégas, on a ça dans beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, le choix qu'a fait Mary Shelley, ça a été, comment dire? De ne pas faire une œuvre de science-fiction, de faire autre chose. Et donc cette question-là va être intéressante puisqu'elle va nous permettre de cerner le roman parmi l'ensemble des potentialités qu'offre le mythe du Prométhée moderne qu'elle a elle-même contribué à créer. Je dis ça parce que, par exemple, on trouvera beaucoup d'adaptations, hein, du monstre de Frankenstein, hein, qui le représenteront dans un univers très cyberpunk. On imagine assez facilement cette créature être à la fois constituée de tissus humains, éventuellement de tissu animal, et aussi comment dire, de matériaux industriels. Ça pourrait être une potentialité. Il me semble que dans le film Van Helsing, j'ai oublié le nom du réalisateur, celui qui a fait La Momie, vous avez une vision comme ça du monstre. Ben, justement, c'est pas du tout ce que fait Mary Shelley. Et donc, bon, ben, qu'est-ce que fait Mary Shelley? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Bon alors, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre de science-fiction? On va pas faire comment dire? On va pas répondre de manière définitive à cette question-là parce que déjà ce serait extrêmement long, c'est extrêmement compliqué et en plus je n'ai aucune autorité en la matière. Alors j'ai aucune autorité dans la mesure où, pour l'instant, je ne crois pas avoir lu de roman de science-fiction et je crois toujours pas en avoir lu puisque je pense que Frankenstein n'en est pas vraiment un. Il en est une espèce de prélude, il ouvre cette potentialité, ça c'est vrai. Mais je pense que Marie Shelley fait autre chose, ce qui est très intéressant aussi, mais n'est pas exactement ceci. Et donc on va essayer de comprendre ce qu'elle fait ici. Par contre, j'ai pas lu d'autres choses, hein, j'ai pas lu Barjavel. Beaucoup de gens sont en train de le lire, je sais que c'est assez à la mode. Il m'a été conseillé par un bon ami à moi, que je salue d'ailleurs, qui fait en ce moment une thèse en physique. Je sais plus s'il m'avait dit que c'était bien ou pas, mais bon, dans tous les cas, je sais qu'il le lit, donc c'est que ça a forcément une qualité puisque c'est un très, très grand lecteur. Donc voilà, je sais, il faut que je me mette à Barjavel, il faut que je me mette à Philippe Cadic, vraiment. Mais voyez-vous, moi je lis de la vraie littérature, donc j'ai pas le temps pour ces conneries. Non, je plaisante. Je plaisante. Ouais, il faudrait que je m'y mette, mais je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Il y a tellement de choses que je dois lire. Là, j'essaie d'avancer dans les champs de Maldoror et j'avoue que j'avance pas vraiment puisque je suis un petit peu fatigué ces derniers temps. Enfin, j'ai beaucoup de travail, donc à partir de là, j'ai du mal à me plonger dans les œuvres littéraires. C'est un problème. Bon, voilà, donc je vous le dis tout de suite, je vais définir la science-fiction, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ne vous inquiétez pas, quand on ne sait pas ce que c'est, généralement, c'est les moments où on ne se pose pas trop de questions et donc où c'est d'autant plus facile de définir. Non, mais j'ai quand même fait quelques recherches et j'ai quand même regardé un peu toutes les potentialités. En fait, si vous voulez, s'il fallait un petit peu simplifier, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois par contre dans l'ensemble des films de science-fiction que j'ai vus et j'en ai vu quand même quelques-uns. Notamment par exemple pour en prendre un de 2001: l'Odyssée de l'espace, de Kubrick 68. Bon, vous avez aussi Minority Report, vous avez plein de films comme ça, plus ou moins intéressants. Vous avez aussi, Solaris
comment il s'appelle? De Tarkovsky, ça c'est pas mal aussi. Gratuitement sur YouTube, vous pouvez le retrouver, hein, donc pas d'excuses, regardez ça. Je plaisante, mais en gros, c'est un certain rapport à un univers possible. Et cet univers possible est bien souvent lié à un certain progrès scientifique. Alors après, le lien avec ce progrès scientifique peut être plus ou moins ténu. Si vraiment c'est rigoureux, c'est-à-dire si c'est vraiment extrêmement proche des théories scientifiques actuelles, on parlera de hard SF. Je crois qu'Asimov est dedans, d'après ce que j'ai compris. Et je n'ai pas lu Asimov, donc je ne vais pas faire semblant de connaître. D'après ce que j'ai compris, là on est dans de la hard SF, c'est-à-dire qu'on est proche. Mais on peut être plus ou moins proche à cet égard. Par ailleurs, il y a un autre type de science-fiction qui existe, qui ne relève pas tant d'ailleurs d'une approche, je dirais, enfin d'une considération du progrès scientifique, mais qui serait davantage une exploration des possibles. Donc c'est du cinéma enfin, du cinéma, ce sont des œuvres d'anticipation, mais ça peut être en gros tout ce qui est des utopies. Donc ainsi, l'utopie de Thomas More pourrait être considérée comme une sorte de débauche, débauche ou un prélude ou une sorte de première potentialité d'une œuvre comment dire, d'une littérature de science-fiction. Alors, vous avez donc l'utopie, vous avez la dystopie, bien sûr, hein, qui, en gros, imagine enfin une version alternative de notre réalité qui serait quant à elle affreuse, hein, si vous voulez. L'utopie, ce serait au contraire imaginer une réalité améliorée. Je fais très simple, hein, je suis très naïf ici, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque justement, il faudrait que je sois beaucoup plus précis, je ne pourrais pas l'être. Après, vous avez aussi l'Uchronie. L'Uchronie, c'est-à-dire on prend le passé et on se dit qu'est-ce qui se serait passé si justement un événement historique n'avait pas eu lieu ou avait eu lieu autrement. Quelqu'un qui fait de l'Uchronie et que vous connaissez, que vous connaissez peut-être, c'est Quentin Tarantino. Tarantino, dans Inglourious Basterds, imagine, et si Hitler et l'ensemble des dirigeants nazis avaient succombé à un attentat avec une explosion, etc. On va dire, je ne sais pas exactement quand ça se passe, mais en France, en 44 ou 45. Et si ça avait eu lieu, qu'est-ce qui se passerait? Un film plus intéressant à cet égard, une Uchronie un peu plus, comment dire, euh, émouvante, si je puis dire, c'est dans Once Upon a Time in Hollywood. Et si euh, les, euh, les, euh, les hippies fascinés par Charles Manson, issus du clan Manson, je ne sais pas exactement quel est le truc, bon là j'improvise un peu, je voudrais pas dire de bêtises, mais et si ces gens-là qui étaient allés à la maison Polanski pour aller assassiner la femme alors de Roman Polanski et l'ensemble des personnes présentes qui étaient alors Sharon Tate, qui est dans le film joué donc par Margot Robbie, et si ces gens-là avaient changé d'avis et s'étaient retrouvés nez à nez avec un ancien béret vert, je crois que c'était un ancien béret vert de la guerre de Corée, surentraîné, joué par Brad Pitt, et s'il s'était fait casser la gueule, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça n'aurait pas laissé ouvert un cinéma plus innocent, plus, comment dire, plus moins lourd, moins grave? Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait eu lieu? C'est assez émouvant. Bon, voilà, ça c'est Tarantino, c'est le peu du chronique que je connais. Tout ça pour dire, vous voyez que c'est énormément de choses et il n'y a pas forcément un rapport si ténu avec la science. C'est plutôt un rapport au possible et un rapport à un univers qui n'est pas le nôtre. À partir de là, on voit qu'il y a une sorte d'expérience de distanciation dans la science-fiction. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai pas trop envie moi enfin jusqu'ici, j'avais pas trop envie de me lancer dans de la littérature de science-fiction parce que moi dans un roman ou dans une œuvre littéraire, j'ai envie de parler de ce monde enfin, j'ai envie qu'on me parle de ce monde-ci, si je puis dire, et pas d'un autre monde possible. J'ai commencé avec ça, avec la fantaisie, j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, Le Seigneur des Anneaux, les trucs comme ça. Et puis j'avoue que maintenant, c'est plus enfin, en tout cas, j'ai un peu délaissé ce truc-là. C'est pour ça que, jusqu'ici, j'ai toujours pas lu de science-fiction et je sais que ça commence à être un manque parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et c'est une lacune que je commence un peu à enfin, je sens que je la paye un peu, je suis un peu trop bête en ne regardant pas ça. Mais en gros, si vous voulez, il y a une expérience spécifique dans les œuvres de science-fiction qui est une certaine distanciation par rapport à les choses, par rapport à ce qui est représenté, par rapport à ce qui est raconté. Et cette distanciation permet justement une réflexion qui peut être d'ordre théorique. Par exemple, je ne sais pas moi, dans, dans Ex Machina, je crois que c'est sorti en 2016. Attendez, je cherche, je veux pas dire de bêtises. Ça, c'est un film que j'ai vu. Il était sur Netflix à une époque, je sais pas si, non, en 2014, vous voyez. Bon, je sais que j'étais au lycée, mais voilà. Ex Machina, réalisé par, oui, c'est Alex Garland. Bon, c'est assez intéressant puisque donc il y a un et si. Et si
Il y avait par l'intelligence artificielle des robots qui avaient été créés, qui étaient capables finalement de suivre une conversation. Est-ce que finalement on risquerait d'avoir une autonomisation de ces créatures? Qu'est-ce qu'on fait? Patati, qu'est-ce qui pourrait se passer si ça avait lieu? Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans le film parce que sinon je vais faire un tunnel et je sais que je vais me perdre. Donc, regardez-le, il est assez intéressant. D'ailleurs, il y a déjà, allez, je fais quand même un tunnel. Il y a déjà Oscar Isaac qui joue le créateur de ces robots dirigés par déjà une intelligence artificielle qui ressemble un peu à une sorte de LLM, même si en 2014, ça n'existait pas encore dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est déjà donc Oscar Isaac qui joue Nathan, j'ai son nom là sous les yeux, qui a créé ces trucs-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, allez, je me lance quand même dedans, désolé, hein, je fais un petit truc, mais c'est que ces robots ont une sorte de visage humain, et notamment un visage féminin. Et alors, bon, il y a tout un jeu finalement sur une certaine forme de masculinité et comment est-ce que ces robots d'intelligence artificielle vont réussir à se libérer d'une tutelle qui est une tutelle humaine, mais qui est aussi une tutelle masculine. Bon, donc c'est assez intéressant. Les films sont pas mal, notamment sur la question du langage et sur la question de la liberté. Il faudra que je fasse ça un jour avec mes élèves, mais j'ai toujours pas eu l'occasion et je pense que je l'aurai pas cette année, c'est un peu tard. Mais bon, peu importe. Je rentre dans mes trucs. Mais si vous voulez, il y a une distanciation, pardon, qui nous permet de nous poser des questions théoriques, et en particulier, qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que cet être qui a été créé est humain? S'il n'est pas humain, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il va faire? Patati patata. Est-ce que, la question, là je la pose, est-ce que dans Frankenstein, ce type de question est posé? Est-ce que le roman de Mary Shelley est une occasion de pouvoir s'interroger sur la nature, par exemple, de cette créature? Ben en fait, pas du tout. Sachez que globalement, il ne sera jamais question de savoir si le monstre de Frankenstein est humain ou pas, du moins pas directement. Ce n'est jamais une question qui est abordée par Victor. Quelque part, l'humanité de la créature, ou plutôt d'ailleurs sa surhumanité quelque part. Je dis surhumanité, mais c'est pas dans un sens nietzschéen théorique, hein. C'est simplement qu'elle est une espèce d'humanité au carré, j'expliquerai après pourquoi. Mais cette humanité quelque part immense de la créature nous est jetée à la gueule, j'ai envie de dire. Alors, pour le dire en langage plus académique, hein, elle est dressée face à nous dans le roman, notamment à partir du chapitre, attendez, je vous dis, je crois que c'est le chapitre, ça doit être le 12 à peu près. Je ne veux pas dire de bêtises, attendez, je regarde dans mes notes. Regardez, ça, là, c'est la. Leur bonheur n'était pas complet. Non, c'est un peu avant, chapitre 10 alors. C'est ça. Désolé, c'est un peu long. Non, 11. Vous voyez? Ouais, c'est à partir du chapitre 10. Ici, c'était bien ça. C'est à partir, je crois, du chapitre 10 que lorsqu'il se, comment dire, lorsqu'il est en excursion dans les vallées du Mont Blanc, notamment près de Chamonix, pardon. Vous voyez que j'y vais pas, hein, je vais pas au ski, moi. Victor tombe nez à nez sur l'assassin, il en est sûr, hein, sur l'assassin de son frère, et cet assassin, qui est donc la créature, hein, se révèle être doté de langage, et d'ailleurs, elle parle extrêmement bien, elle est extrêmement éloquente. Elle est au moins aussi éloquente que Victor, qui est pourtant présenté comme un être assez exceptionnel, notamment parce qu'il a une parole qui est capable de susciter une espèce de passion assez extraordinaire. Je reviendrai sur le début du roman la prochaine fois, mais Victor vraiment a une espèce de, comment dire, de capacité de persuasion absolument extraordinaire. Eh bien, le monstre le dépasse à cet égard, et en racontant son histoire, il va dresser de manière certaine face à Victor je pourrais dire son humanité. Il a des sentiments qui sont plus forts, il a une bienveillance qui est plus forte, et donc sa colère, face au rejet que les êtres humains vont lui faire subir, sa colère va être d'autant plus forte, et sa vengeance sera d'autant plus immense. Donc c'est une espèce d'humanité, mais au carré, une humanité élargie, qui nous est posée ici. Et elle n'est pas interrogée. Il n'y a pas de distanciation à cet égard dans le roman de Marie Shelley. Alors vous allez me dire, très bien, ok, et alors, qu'est-ce que ça fait? Quel est le truc? Et ben, ça veut dire que je ne pense pas, à partir de là, que le roman de Mary Shelley, donc Frankenstein ou le Prométhée moderne, soit vraiment une question soit ait une dimension de science-fiction. C'est pas vraiment le cas. Elle, son problème était davantage comment dire? C'est une histoire plus intime. Ça concerne principalement Victor et c'est avant tout l'histoire d'un échec. L'échec d'un homme. Alors évidemment, le fait qu'il soit un homme change beaucoup de choses, mais l'échec d'un homme à pouvoir recréer sa vie. L'échec d'un homme à pouvoir insuffler une nouvelle, comment dire, une sorte de nouvelle vie à une existence qui a été
complètement perdu, si je puis dire, qui a été manqué. Hein, vraiment, l'histoire de Victor est celle d'une sorte d'échec assez étrange, un échec total, entièrement par sa faute quelque part, et un échec qu'il ne pourra pas régler, qu'il ne pourra pas résoudre. Au fond, ce que j'essaie de dire, c'est que si Frankenstein était une œuvre de science-fiction, alors ce serait un roman sur la création. D'ailleurs, quand j'ai demandé là en un mot à ChatGPT de me dire en un mot, résume-moi de quoi parle le roman de Mary Shelley, Frankenstein ou Prométhée moderne, il me dit création. Alors c'est pas totalement faux, sans doute parce qu'on se fait de Frankenstein une idée assez proche de la science-fiction quelque part. Mais je pense que ça manque le truc. C'est pas une œuvre, en tout cas, cette dimension-là, cette dimension de la responsabilité du créateur vis-à-vis de sa créature, etc., c'est quelque chose qui est présent, mais je pense qui est reconstruit et qui est en partie annexe, puisque c'est pas tant de la responsabilité que ressent Victor, c'est plutôt de la culpabilité. Une culpabilité qu'il n'arrive pas à assumer et qu'il n'arrive même pas à exprimer quelque part. Mais une culpabilité qui est tellement profonde que déjà elle est somatique, puisqu'il passe une grande partie de l'œuvre quand même à s'effondrer psychiquement, à être complètement, comment dire, à s'évanouir, à être malade. Mais aussi une culpabilité qui semble tellement profonde finalement, qu'elle semble dépasser son existence même. Alors qu'est-ce que ça pourrait être cette culpabilité qui serait présente aux hommes? Alors il y a sans doute une dimension un petit peu religieuse là-dedans, même si, c'est pas une œuvre religieuse, hein, puisque le je crois que le seul personnage qui parle de Dieu, c'est, Justine, la servante, qui va être condamnée à mort pour un meurtre qu'elle n'a pas commis et qui s'exclame: «Oh mon Dieu!» et cetera. Bon, elle se tourne vers Dieu, mais, c'est finalement, assez secondaire. Mais, c'est étrange, hein. Victor finalement, dans son orgueil, est la représentation non pas de ce que l'humanité est capable de faire, ce qu'on aurait pu imaginer, mais davantage le signe d'une impossibilité, d'une incapacité à pouvoir recréer son existence, d'une incapacité à pouvoir assumer finalement, pas tant la responsabilité de ses actes d'ailleurs, que d'assumer qu'on a besoin d'un autre, qu'on a besoin non pas seulement d'un double, mais vraiment d'une altérité pour pouvoir réussir une existence. Et Victor nous montre qu'on pourrait, comment dire? Que même un individu qui a une intelligence remarquable, qui est extrêmement charismatique, patati patata, même quelqu'un qui est capable tout seul de pouvoir recréer la vie dans sa solitude la plus totale, même cet individu-là, finalement, est complètement impuissant pour pouvoir garder une sorte de vitalité en lui. C'est une expérience de vampirisme quelque part ce que l'on voit, beaucoup plus qu'une expérience scientifique. On a presque l'impression que bon, je reviendrai sur dans un prochain podcast, hein, sur la création de la créature, hein, sur vraiment le passage précis en lisant des trucs. J'ai pas envie d'entrer dans un tunnel pour maintenant, vous êtes peut-être fatigué et puis, je voilà, on va essayer de faire un truc qui est court. Mais au fond, c'est pas vraiment scientifique, hein, cette création. C'est plus une sorte de oui, de vampirisme puisqu'il va insuffler dans ce corps inanimé une vie qu'il perd lui-même et qu'il sera incapable de retrouver. Victor, finalement, est un être vide. Victor est un être qui est débarrassé, quelque part, de de toute cette force qui faisait de lui un être puissant et qui finalement va se retourner contre lui. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en somme, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que il y a évidemment un lien entre ce roman et la science-fiction, parce que c'est sans doute un précurseur de ce que, comment dire, une littérature de science-fiction pourrait ouvrir. Il ouvre des potentialités, mais ces potentialités, il ne va pas les explorer complètement. Ça, il faudra attendre de nouvelles adaptations de Frankenstein, hein, ou des œuvres assez semblables, puisque bon, finalement, dès que vous faites une œuvre qui parle d'intelligence artificielle et d'une autonomie de ces intelligences par rapport au créateur, bah, vous faites quelque part une sorte d'adaptation de Frankenstein sans le savoir, mais vous explorez finalement ce que Mary Shelley renoncera à faire pour choisir un récit finalement beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus lié à l'intime et peut-être à l'idée que l'individualité serait une sorte de prison, de poison et d'illusion. Bon, je parlerai de ça d'ailleurs la prochaine fois, c'est pour ça que je tease un petit peu. Mais il y a évidemment un lien entre le roman de Mary Shelley et la science-fiction, puisque elle ouvre cette potentialité-là, mais ce n'est pas ce qu'elle décide de faire. Ça reste une histoire de revenant, un revenant possible, un revenant qui n'est pas simplement le fruit d'une imagination ou d'une malédiction, mais il n'empêche que cela reste quelque chose qui revient
hanter Victor et qui vient le hanter par ses fautes. Alors quelle faute est-ce que ça pourrait être? C'est une faute d'ailleurs qui, comment dire? Le roman, on verra ça d'ailleurs la semaine prochaine, le roman comment dire? Le roman débute directement par ça. On a presque l'impression que cette culpabilité est présente avant même la naissance de Victor. Ce serait une culpabilité que nous aurions tous, mais alors laquelle? Peut-être l'impuissance à pouvoir réellement, comment dire? C'est peut-être une impuissance à procréer, quelque part. Alors qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire? Ce sera tout le sujet, notamment des prochains podcasts et de la prochaine vidéo. Bon, j'espère que c'était pas trop laborieux, hein. C'est un exercice, c'est un exercice pour lequel je suis assez, mal à l'aise, hein. Je suis pas du tout habitué avec ce genre de choses, mais c'est comme ça qu'on apprend et j'espère que ça vous aura un peu plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez foisonnant, c'est volontaire, hein, parce que bon, j'aurais pu faire un cours avec un plan et puis je me contente simplement de lire mes notes ou de faire des choses comme ça. Mais j'ai envie de perdre un peu cette espèce de réflexe de prof et d'essayer de faire quelque chose qui soit plus vivant, quitte à ce que vous puissiez, voir les erreurs, voir les hésitations et voir un peu une pensée qui est en train d'essayer de se faire et peut-être parfois d'échouer, il faut assumer ça. Donc voilà, si vous écoutez au ras du ciel, sachez qu'il ne faut surtout pas me suivre, hein. Il faut surtout pas me suivre parce que je ne sais pas du tout où je vais, hein. Non, non, par contre, il faut essayer de m'accompagner, si vous le souhaitez, et m'accompagner, par exemple, en essayant de lire l'œuvre et en essayant de voir ceci. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord avec mes analyses et se diront: «Non, non, c'est bien un roman sur la responsabilité, c'est bien un roman de science-fiction, parce qu'il y a ce passage-là, ce passage-là. Moi, je pense que même si on peut défendre ceci, ça reste annexe, et je pense que le cœur du roman se situe davantage sur cette réflexion sur la solitude et sur l'impuissance. C'est une œuvre sur l'impossibilité d'une recréation et l'impossibilité d'une, comment dire? C'est une œuvre sur la chute, sur une certaine chute certaine de l'humanité en raison de son impuissance absolument totale. C'est beaucoup plus sombre. Il ne s'agit pas de se poser des questions, c'est pas une œuvre théorique, c'est une œuvre qui nous, comment dire? Rend évidente une sorte de, comment dire? Qui rend évidente une existence complètement vaine, si elle n'est pas fondamentalement à la recherche d'une sorte de, j'aurai l'occasion de le dire la prochaine fois, mais d'une altérité. Et le problème de beaucoup de personnages principaux, et d'ailleurs tous ces personnages-là sont des hommes, c'est de chercher non pas une altérité, mais de chercher un homme. Et d'ailleurs cette altérité, sans doute que Victor aurait pu la trouver éventuellement en Élisabeth, mais finalement Élisabeth est particulièrement, sa promise donc, hein, mais Élisabeth finalement est curieusement négligée au sein du roman. Enfin bon, il faudra qu'on discute de ça, parce que c'est assez intéressant. Bon, bref, vous voyez que je reviens sur le truc et je vais pas arrêter de revenir. Je me tais. Bon, ça fait 4 heures que j'enregistre, hein. J'ai fait plusieurs versions, puisque finalement, il y en a certaines qui ont été un échec. Je prendrais bien du café, mais il est un peu tard et je risque d'avoir des problèmes. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la continuation de cette réflexion et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à le faire. Allez, bon, je me tais, portez-vous bien et à bientôt, hein.